Ils sont encore trois, ils sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1, 2, 3. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait, Pauline, après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo. Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme à 23h passées. Va falloir, parce que c'est l'heure, comme tous les mardis soirs, jusque minuit, du Campus Sport Club avec une 12e émission pour le 12e mois de l'année. C'est pas Thibaut. En plus, on va finir l'année, nous, sur cette émission. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec nos chroniqueurs du soir, une équipe de choc. Pour cette dernière en live précisé parce qu'il y aura un petit bonus pendant les vacances, on le teasera à la fin avec Léo et Baptiste. Léo et Baptiste, comment vous allez déjà? Je vous ai déjà croisé il y a pas si longtemps, donc je vous pose d'abord la question, entre ce matin, ce soir, le métro. Ça va beaucoup mieux. Depuis que les métros se sont rétablis, ça va beaucoup mieux. T'as dit ça va beaucoup mieux, toi ou le métro? Le métro et moi, grâce au métro. Bah tant mieux, tant mieux, tu me rassures. Et toi Léo? Ouais, ça fait du bien d'avoir un petit métro qui marche comme ça. C'est très très bien passé, on est content d'être là. C'est super. Et eux n'ont pas peut-être eu ce problème-là, quoique, si, peut-être en fait. Mathis, comment ça a été toi ta journée? Non, nickel. Pas de problème de transport. J'ai pu arriver en temps et en heure. Tout va bien. Ok, très bien. Et toi Jean? Bien au chaud, moi il y avait aucun souci. Oh bah alors c'est qu'on a une équipe formidable et qui va super bien ce soir. C'est génial. On va pouvoir du coup attaquer les choses comme il se doit avec toi Jean. Oui, avec les résultats, avec un petit jingle quand même, et on va parler balle orange tout de suite, juste après ça. Basket, foot, handball ou encore biathlon, c'est l'heure des résultats dans le Campus Sport Club. Parce que en vrai, en sport collectif et Coupe d'Europe, à part le PSG, on continue de plus ou moins se régaler. En tout cas, Jean, tu vas pouvoir nous parler de basketball pour commencer et d'Euroleague avec des clubs français qui tutoyaient les sommets du classement. Qu'en est-il de ce soir et de leurs affrontements? Est-ce qu'ils sont encore au 7e ciel? Tu me lances sur le PSG, je vais te parler d'une défaite de Paris. J'ai l'impression que ça commence bien cette émission. Il y a un petit peu de provocation. D'un Marseillais. Malheureusement, deuxième défaite consécutive en Euroleague pour Paris après son impressionnante série de 10 victoires pour sa première participation à la compétition. Les Parisiens avaient été stoppés par l'Asvel ce vendredi avant de concéder déjà une autre défaite au Mans en Betclic Elite ce week-end. La mauvaise série qui continue face au Real Madrid. Alors sur le papier, pas de honte. Les Madrilènes ont remporté 11 fois la compétition. Ils étaient finalistes cette année et vainqueurs l'an passé. Mais leur début de saison était un petit peu compliqué avec le départ de nombreux cadres, parmi lesquels Gershon Yabusele. Voilà, si vous n'y connaissez pas grand-chose comme moi au basket, c'est quand même un nom dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Vous vous en souvenez de ce dunk sur LeBron James en finale des JO cet été. C'est quand même un des moments marquants de l'année dont on va se rappeler en cette dernière émission. Mais bon, je dérive, tout ça pour dire que Paris n'a pas pu éviter la défaite à domicile 85-96. L'Asvel, en revanche, de son côté, vient de s'imposer 82-79 sur le parquet du Partizan Belgrade. Une bonne nouvelle, c'est leur première victoire à l'extérieur de la saison. Et Monaco s'est également imposé 93-74 face au Bayern Munich, ce qui leur permet de rejoindre Paris en tête du classement en attendant le match de l'Olympiakos demain. Mais donc on a deux clubs français en tête. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il y a du coup une très belle performance de l'Asvel ce soir. Sinon, à peu près tous les favoris ont quand même tenu leur rang. Je sais pas toi Mathis, même si Paris était sur une forme géniale, il leur manquait un élément majeur, tu le disais. Mais le Real Madrid quand même en face.
Ouais, un petit peu de frustration quand même parce que c'était un match serré, ils sont revenus dans le troisième quart-temps au coude à coude, mais effectivement sans TJ Shorts, le meilleur joueur de Paris, peut-être même le meilleur joueur de l'Euroleague en ce début de saison, en tout cas il est dans le top 3 en points marqués à l'évaluation, donc c'est une figure. C'est un bon signe. Et qui monte parce que l'année dernière c'est le MVP du championnat de France, c'est le MVP de la Eurocup qui est la Coupe d'Europe du dessous, la première année avec Paris en Euroleague et il continue sur ses standards, donc je pense que c'était vraiment l'absence qui joue dans la balance. Mais il va falloir rebondir parce que pour l'instant 2 défaites consécutives. Alors certes ils sont toujours en tête avec Monaco, ouais. mais il reste plus qu'un match avant la fin de la phase aller. Pourquoi pas rester en tête? Je consultais ce classement justement pour pas dire de bêtises, mais on a quand même toujours Monaco et Paris. On n'a pas tous les matchs joués puisqu'il y en aura aussi demain et plus tard dans la semaine. C'est vrai qu'on est pour repréciser peut-être l'Euroleague, c'est 18 équipes. Et donc c'est une longue phase. C'est pas le format Ligue des Champions qu'on a où on affronte 8 équipes au pif. Là vraiment on se tape les 17 aller-retour. C'est un grand championnat. 34 journées. Ouais, c'est un championnat annexe fou. Faudrait vraiment décrypter un peu cette formule-là, se dire c'est quand même assez fou parce que même en Champions Cup par exemple, et on en parlera un peu juste après, mais on n'est pas du tout aussi sur ces conditions-là. Mais bon, les Ricains arrivent à bien faire 82 matchs de saison régulière, tu me diras. Ça fait des grosses semaines là, par exemple quand il y a 2 matchs d'Euroleague dans la même semaine, ce qui arrive cette semaine, plus le match le week-end et le match le week-end d'avant, ça fait en 7 jours 4 matchs. Donc ça fait vraiment des grosses semaines. Alors c'est pas tout le temps qu'il y a 2 matchs d'Euroleague dans la semaine, mais il y en a au moins un. Donc ça fait vraiment un gros rythme pour les équipes qui jouent cette compétition. C'était ok pour toi le basket, il me semble, Jean? Ouais, c'est tout bon. Mais on reste sur du foot. Mais on reste en Coupe d'Europe. Tout à fait. Ligue des Champions féminine ce soir également. Ça n'a pas été simple, mais grâce à un but de Van de Donk à la 81e minute, les Lyonnaises se sont finalement imposées lors du dernier match de poule de Ligue des Champions chez les femmes. Si je me trompe pas, le format est le même que celui qu'on connaissait auparavant chez les hommes. Donc c'est bien que l'OL conclut cette phase de poule avec 6 victoires en 6 matchs. Bon, tout va bien pour les Lyonnaises. J'ai envie de dire le business comme d'habitude. Elles sont aussi leaders de la D1 Arkema avec 3 points d'avance sur le PSG. On a l'habitude de les voir en haut. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, on enchaîne avec du football masculin, la 15e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve, puisque seul Paris et Monaco se jouent encore demain. Du côté donc des nordistes, Lille a arraché un point difficile à Marseille, où les Dogs étaient menés jusqu'à la 87e minute. C'est finalement Bafodé Diakité qui a libéré le LOSC, qui boucle finalement l'automne sur une extraordinaire série de 16 matchs sans défaite. Rendez-vous compte, je sais pas si on peut visualiser le truc, surtout si on se souvient du calendrier, mais la dernière défaite, elle remonte au 17 septembre face au Sporting. Depuis, il y a eu le Real, l'Atlético, la Juve, le Derby, et le LOSC ne s'est jamais incliné, donc c'est un joli cadeau de Noël pour les supporters de Lille. Et puis ça peut vraiment en plus se poursuivre. Écoute, on l'espère. On verra si Léo est de Stavila dans les immanquables en fin d'émission, mais adversaire très prenable ce week-end pour le LOSC. On n'en dit pas trop. À l'avant, Paris continue de caracoler en tête après sa victoire 3-1 face à Lyon. Le suspense a été court puisque dès la 14e minute, les Parisiens comptaient 2 buts d'avance. La réduction du score de Miko Tadze n'a pas suffi. Et puis on salue l'excellent match de Désiré Doué qui a été élu homme du match dans la lignée de sa superbe entrée à Salzbourg. Voilà, je sais que ça nous fait plaisir dans le studio. Et puis pour ce qui est des autres locomotives de la Ligue 1, il y a eu pas mal de nuls. Lens en déplacement à Auxerre qui n'a pas su tenir le score et qui concède un 2-2. Match nul et vierge à Reims où Monaco n'a pas trouvé la faille et s'est même fait un petit peu peur. Et puis Montpellier qui tient Nice en échec 2-2 à la Mosson. Enfin, c'était un bon week-end pour les clubs bretons. Rennes qui s'impose 2-0 face à Angers et puis Brest 4-1 contre Nantes. Pour finir, Strasbourg est venu en coller 3 au Havre sur sa pelouse et donc au classement, Paris compte désormais 7 points d'avance sur Marseille et Monaco. Le LOSC passe 4e à 3 points du podium et Lyon complète le top 5. Eh ben, c'était un riche week-end. Vous retenez quoi comme performance autour? Allez, petit mot rapide sur ce week-end de Ligue 1. J'ai vraiment été impressionné par le match entre Marseille et Lille. L'intensité qui a été mise sur ce match, c'était un match Ligue des Champions. J'ai eu l'impression de voir la première ligue durant la totalité du match. Ouais, on parle des fois d'attaque-défense. Même des fois, on a l'impression que c'est attaque-attaque. Là, vraiment, pour le coup, c'est fou à quel point. Après, c'était c'est aussi des schémas de jeu que Genesio et Deserbi, a priori, aiment aussi promouvoir, en tout cas. Projetez-vous vers l'avant, on y va et on arrive à très vite trouver les espaces. Mais intensité assez folle et du coup très peu de buts à l'arrivée, presque frustrant. Bon, après Marseille s'est encadré un but je crois sur. C'était intéressant aussi, c'est que chaque équipe a eu sa période, Lille qui commence très fort et l'OM plutôt en deuxième, et de voir comment les blocs s'adaptent et justement au contraire Marseille qui marque en première et Lille qui marque en seconde. Ouais, c'était vraiment un match complet. Moi, je suis d'accord avec Léo. Ce match-là et puis le match quand même PSG Lyon parce que c'était le sommet. Ça fait plaisir de retrouver
gros match le dimanche soir. C'est pas souvent le cas. Des fois, avec la Ligue des Champions, ces dernières semaines, la Ligue a aimé décaler des équipes avec comme les Paris, diffuseurs Lille, aussi. Des fois, c'est le match que Bein A récupère le gros match. Là, c'était aussi un gros match, mais le fait qu'il y ait 2 gros matchs, justement, ça permet aussi d'avoir une belle affiche. Et j'ai bien aimé l'entame de match. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jean sur le pas tant de suspense parce que à 2-1, moi j'y ai cru un peu. J'étais serein. En tout cas, ça a rebattu un peu les cartes, mais ouais, non, c'est 2 grosses affiches qui, je pense, font une belle pub pour le niveau de la Ligue 1. Et Baptiste? La même chose. Super. Après, je retiendrai quand même Paris parce que c'était quand même un piège de jouer Lyon et je trouve ils s'en sont bien sortis et surtout grâce à Désiré Doué qui monte en puissance, je trouve. Ces derniers matchs. J'ai pas regardé en tribune qui avait gagné dans l'octogone entre Textor et Nasser, mais je pense qu'on aura ça dans un prochain épisode du PFL Lyon. on aurait pu en parler aussi là-dessus. On reste sport co, et là c'est un peu moins cool, c'est un peu moins gai, puisqu'on est passé, alors on est passé à côté d'une médaille, non, puisqu'on en a une, mais en chocolat. Ouais, exactement. Cruelle désillusion pour les Françaises. Après l'élimination en demi-finale de l'Euro la semaine dernière, elles se sont inclinées d'un petit point face aux Hongroises dans le match pour la 3e place, ce qui répète le scénario de 2022 où déjà on avait terminé 4e malheureusement. Alors bon, pour le plan purement statistique des résultats, les Norvégiennes sont championnes d'Europe après avoir dominé les Danoises, donc on n'a même pas perdu contre celles qui ont gagné la compétition. Et au final, on était tous un petit peu tristes de ce résultat parce que c'était plutôt bien parti dans cet Euro. Ouais, c'était super bien parti, mais c'était peut-être trop bien parti. Tu vois, c'est aussi le schéma de jeu de ces compétitions-là où t'as une équipe super dominante, mais t'affrontes jamais plus fort que toi. T'écrases tout le monde et une fois que tombent les matchs couperés, là tu vois une équipe en face qui a faim. Puis en plus, les Hongroises qu'on avait battues en poule ont appris aussi de leur défaite et ont super bien géré la chose. Effectivement. On enchaîne, on passe au sport d'hiver avec on va se les geler. On va se les geler. Exactement, la manche de Coupe du Monde à Hochfilzen, si je prononce bien. Vendredi, lors du sprint, on a eu la première victoire de la saison du Norvégien Johannes Bø. Et puis le samedi, ça se passait très bien pour les Français. Lou Jean Monod s'est imposé chez les femmes et Emilia Jacquelin était à la lutte pour la victoire chez les hommes jusqu'à sa chute. Malheureusement, une chute à ski dans une montée. Finalement, 2e, il doit céder donc la victoire une nouvelle fois à Johannes Bø. Mais il a pu se venger dès le lendemain en ramenant à la France la victoire sur le relais homme. Les femmes ont quant à elles terminé 2e derrière l'Allemagne. Quand t'as dit se venger, j'imaginais bien Emilia Jacquelin au tir. Voilà, exactement. Dès le sortir la carabine et tirer dedans sur Johannes Bø, tu vois. Tout dans le mille. Il y en a qui ont suivi la course. Il y en a ici non, du tout. Moi, j'ai dégoûté de voir Jacquelin. La chute là. Ouais, ce qui était étonnant, c'est que derrière il se retourne. On sait pas trop s'il va continuer et puis finalement il finit 2e. Il est complètement statique. Mais il a une réaction assez particulière et c'est dommage qu'il tombe parce qu'il pouvait aller la chercher. Ouais. Mais bon, c'est ainsi. C'est ainsi. On revient sur du sport co, il me semble. Exactement. Et encore de l'Europe. Oh la vache, on est bien servi. Que de la Coupe d'Europe. Exactement, la Coupe des Champions ce week-end. Toulouse a déroulé, Toulon qui s'impose de justesse, tandis que le Stade Français en infériorité numérique n'a pu éviter une seconde défaite en autant de matchs. Je sais pas si quelqu'un a vu les matchs ou veut nous en dire un mot. Personnellement, je les ai manqués, je vais être honnête. Ouais. Ah, Mathis. Moi, désolé, je vais pas pouvoir te sauver sur le J'attendais une intervention ultra pointue. Moi, je tiens juste à souligner que Toulouse, là, alors, soit les adversaires sont très faibles, mais mettre 2 cartons de 61-21 de tête, 64-21, c'est, je sais pas si Dupont a décidé de transformer Toulouse en supra équipe, mais c'est rouleau compresseur complet et c'est assez impressionnant. Léo. Ouais, c'est monstrueux et après ils ont une profondeur aussi d'effectifs qui est assez impressionnante. Donc je pense que Toulouse, faut vraiment compter sur eux cette saison. Et après je voulais du côté du Stade Français, ils sont à 0 points. Ça c'est plus dur. Il y a une indiscipline qui s'installe. Ils ont fini à 13 la dernière fois. La Macalou, il a pris un rouge au bout de la 20e minute, je crois. Donc ça c'est vraiment un point négatif pour du côté français. Ouais, le contraste est complet entre les deux équipes et même dans le groupe de Toulouse aussi à souligner peut-être, mais l'UBB qui fait aussi du très bon boulot. Mais non, c'est vachement bien. Bah au moins on a des clubs français. On va encore voir évidemment parce que là en l'occurrence la Champions Cup c'est un format où t'as juste que 4 matchs, t'as pas du tout de match aller-retour, par exemple. Tu vois, quand on parlait d'Euroleague, Mathis, t'as que 4 matchs pour le positionnement, et du coup, ça fait que tu sais pas trop jauger si tu tapes 4 adversaires extrêmement faibles, ou si juste, t'es en pleine bourre et tu vas faire une grande coupe européenne. Je pense que c'est en 2025 qu'on va vraiment voir
voir tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est que je suis venu pour parler de Sport Co en Coupe d'Europe et que Paris perd partout. Donc, voilà, vraiment ravi d'être avec vous. C'est vrai, le Stade Français, mais oui, j'ai même pas capté. Oui, oui. Il jouait à domicile? Non. Il joue à domicile. Il joue à domicile, hein. Donc, à Jean-Bouin, mais PSG s'est rattrapé juste à côté au Parc des Princes. Voilà. On va dire ça. Léger dédommagement, on va dire. Exactement. Bon, et puis si vous pensiez que j'allais vous laisser sans un mot de sport automobile, que nenni, même s'il faudra attendre le Dakar début janvier pour la prochaine grande échéance sur 4 roues, ce week-end avait lieu le rallye hivernal d'Evoluy. Bon, en apparence, c'est sans importance. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous en parle, mais c'était le théâtre de la première sortie d'Adrien Fourmeau et d'Alexandre Correa avec la Hyundai i20N Rally 1. C'était avant tout un test, mais le Français y a déjà décroché sa première victoire au volant de sa nouvelle monture, devant, s'il vous plaît, le double champion du monde Calero Vampera. Bon, c'était ses débuts au volant de la Hyundai, ça veut pas dire grand-chose, mais après une saison très réussie chez Ford, ça fait quand même vraiment plaisir, et maintenant, on attend le Monte-Carlo avec impatience. 5e de la saison, il me semble, le championnat du monde pilote de rallye. Je crois que c'est ça, en tout cas, il a enchaîné les podiums, super saison. Est-ce que, même, je te pose plutôt la question, t'as peut-être un peu plus calé sur le sujet, pour toi, c'est une bonne opération de passer chez Hyundai? Alors c'est une très bonne opération sur le plan de la voiture. La Hyundai, faut savoir qu'en WRC le pilote catastrophe. Mais la voiture. Non, on a trois constructeurs en WRC, donc qui sont Toyota, Hyundai et Ford, mais Ford sont à moitié privés, c'est-à-dire que c'est M-Sport qui équipe les voitures et ils sont soutenus par Ford. Mais donc voilà, mathématiquement, ils se retrouvent toujours à être un petit peu l'équipe en retrait et donc là. La Hyundai a été championne des pilotes cette année avec Thierry Neuville. Ouais. Aurait dû être championne du monde des constructeurs si c'était pas complètement planté au Japon. Donc clairement, la voiture, elle est très bonne, il n'y a pas de souci. Par contre, tu te retrouves aux côtés de Thierry Neuville, champion en titre, de Ott Tanak, champion 2019, qui a un sacré caractère. Donc voilà, maintenant c'est le moment pour Fourmeau de s'affirmer. Voilà, jeu de mots involontaire. Le beau, il est beau. et ouais, il avait une saison où il était un petit peu friable en 2022, ce qui lui avait valu un retour dans la catégorie inférieure l'année dernière. Là, cette année, il a montré qu'il avait un mental beaucoup plus solide. Donc s'il peut prolonger ça, je te répondrai que ce sera une bonne nouvelle. Ouais, maintenant on va plutôt voir de quelle trempe est notre nordiste. Exactement. Et comme il porte le plus beau prénom du monde, normalement ça devrait plutôt bien se passer. En toute objectivité. Oui, en toute objectivité. Tu parlais du Dakar et on aura peut-être un autre Adrien sur le Dakar d'ailleurs, Adrien Van Beveren. Exactement. Tout s'il sera aligné encore en moto, s'il sera en forme. Il me semble qu'il est sur l'équipe officielle. Donc ça aussi, les Adriens vont pulluler bientôt. Vous allez en prendre plein les miettes. Et puis du coup t'as pas merci bien pour les résultats, mais tu m'as fait penser à quelque chose, tu as fait un jeu de mots sans faire exprès sur Fourmeau, ça fourmé. Ça me rappelle un certain Gaëtan, hein? Oui, Mathis. J'y pensais direct. Tu étais là, hein? Non, mais j'en ai trop entendu parler. T'en as trop entendu parler. Puisqu'en ce moment, c'est le championnat du monde de fléchettes. Notre représentant français qui avait été au premier tour dimanche, Thibaut Tricol, qui a gagné son premier tour et qui, dans la foulée, devait en fin de soirée affronter le numéro 1 mondial. Et Gaëtan, s'il nous écoute, et peut-être on lui enverra exprès le message, mais qui parlait d'un Thibaut Picole. Et là, voilà, c'était l'extase. C'était magnifique. Dédicace à Gaëtan, exactement. Et je te confirme que Adrien Van Beveren sera bien au départ du Dakar cette année. Il a terminé 3e l'année dernière. Pourquoi pas un nouveau podium, voire un petit peu mieux. Mais ouais, tu vois, mais je suis professionnel, je savais que t'étais en train de faire la recherche, du coup, vite, je trouve des sujets, des pistes. Merci beaucoup, en tout cas, Jean, pour tous ces beaux résultats. On profite, petite pause musicale. Petit clin d'œil. Français, voiture. Il y a un chanteur qui adore la mécanique, qui adore rouler. C'est pas Julien Febvreau, mais ça pourrait. C'est pas Arnaud de sa mère, mais lui aussi adore. Mais dans la musique, il y a un certain Benjamin Biolay, qui a sorti un album, en plus, justement autour de cet univers-là, où il parle notamment d'Ayrton Senna dedans, mais il y a une musique qui s'appelle Grand Prix. Je voulais vous faire je voulais faire profiter les auditeurs et auditrices. Donc on s'écoute ça, Grand Prix de Benjamin Biolay tout de suite, et on se retrouve juste après pour la suite du CSC. Benjamin Biolay, Grand Prix, voilà, c'était la petite proposition musicale, la première du soir. Très bonne musique, un peu ambiançante, un peu cool. Voilà, on est l'hiver, on est au chaud. Par contre, la deuxième, je vous préviens, elle va un peu plus déménager. Dans le studio, j'espère qu'on va bien gueuler, bien fort comme il se doit. Voilà, parce que comme moi, je me suis cassé la voix en voiture en arrivant avec la deuxième musique. Mais on n'y est pas encore. On est de retour en direct dans le Campus Sport Club. On avance avec, bien sûr, après les résultats. Non, j'attendais que quelqu'un réponde, mais personne, puisque les auditeurs sont chez eux. Les news, évidemment, avec c'est une joke qui ne marche que en radio. Les news de Baptiste,
qui est tout prêt, a priori, qui est chaud. Baptiste, The Best, comme il va bientôt nous en parler, juste après son petit jingle, évidemment. L'actualité sportive a été riche cette semaine. Et pour ne rien rater, voici les news du moment dans le Campus Sport Club. Ouais, on commence par des récompenses. C'est pas pour nous, mais c'est pour certains grands noms du football, a priori. Alors ça va être le moment de savoir s'il y a polémique, si c'est des votes bidons. En tout cas, Baptiste, lui, a bien suivi la cérémonie. Il va pouvoir nous parler du palmarès. Ouais, le trophée The Best s'est déroulé à Doha ce soir. Et donc, contrairement au Ballon d'Or, c'est Vinicius qui a été élu joueur de l'année au trophée The Best. Donc, le Real de Madrid a quand même remporté une grande partie des trophées puisque Carlo Ancelotti a reçu aussi le prix de meilleur entraîneur de l'année. Emiliano Martinez, de son côté, donc le gardien d'Aston Villa, a été élu gardien de l'année. À noter quand même dans le classement, donc le seul Français, Kylian Mbappé, finit seulement 9e et il n'a même pas voté lui-même pour son classement. Et Didier Deschamps n'a même pas voté pour Mbappé en première position. Donc je vous fais rapidement le meilleur 11 masculin. Donc au goal, Emiliano Martinez, en défense, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Ruben Dias et William Saliba. Au milieu, Rodri, Jude Bellingham, Toni Kroos. Et en attaque, Vinicius, Haaland et Lamine Yamal, donc l'absence de Mbappé. Du côté des femmes, donc c'est Aitana Bonmati qui a été élue joueuse de l'année, qui a remporté aussi le Ballon d'Or. L'entraîneuse anglaise Emma Hayes, qui dirige la sélection américaine de football après avoir quitté Chelsea, a reçu le prix d'entraîneuse féminine de l'année. Elle a notamment gagné la Première Ligue ainsi que les Jeux Olympiques. Et le trophée Puskás a été remporté par Alejandro Garnacho, donc le mancunien. Alors peut-être rapide tour de table, il y a un nom comme ça qui vous semble pas à sa place, ou a priori tout va bien? Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, Xabi Alonso, il fait du ping-pong, quoi. Ça fait 2 fois entre ça et la cérémonie du Ballon d'Or, quand même, la saison qu'ils font avec les Leverkusen. Franchement, il en mérite au moins un de trophée d'entraîneur de l'année, parce qu'Ancelotti, c'est très fort, mais le Real, ça gagne tous les ans, quoi. On suit Jean, on le boue, là. Non, plutôt d'accord, hein, ouais. Franchement. Après, c'est sur l'année 2024, donc est-ce que après le début de saison de Leverkusen. Ça va pas aider le Real, hein. Oui, et le début de saison de Leverkusen est aussi très bon, donc c'est vrai que ça pourrait être. Après, il y a eu la Ligue des Champions, quoi. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait défaut à Leverkusen. Je pense que c'est surtout la Ligue des Champions, parce que c'est quand même la plus prestigieuse des compétitions en Europe. Ce qui fait faux bon à Alonso, c'est de ne pas avoir gagné la Ligue Europa, à votre avis? Je pense, ouais. Bah, s'il le gagne, j'espère quand même qu'il prend le trophée d'entraîneur de l'année. Mais bon, ils font finale, quoi. Bah oui, mais en plus. Ouais. Avec une belle série d'invincibilité, mais... Ouais. Bon, et quand même, je tiens quand même à souligner William Saliba, qui arrive de là. C'est la petite French touch, parce qu'il n'y a pas Mbappé, oui, mais il y a William Saliba. Et ça, c'est beau, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est des défenseurs comme ça où, en termes de régularité et en termes de sérieux, puis avec Arsenal qui jouait encore les premiers, qui jouaient au premier plan. Là, je pense qu'il peut y avoir débat pour le meilleur défenseur de l'année. William Saliba, il est clairement dans le débat. Même si en Ligue des Champions, il a pas fait d'énormes performances. Enfin, c'est quand même, en phase de poule, oui. Mais pour moi, il rentre clairement dans le débat des meilleurs défenseurs de l'année. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors après, pour juste finir là-dessus, mais The Best, c'est sur l'année civile. Hein. Oui. Alors que Ballon d'Or, maintenant, sur la saison. Donc c'est vrai que est-ce que Xabi Alonso est plus éligible sur la saison? Ouais, mais je trouve que il aurait dû gagner au Ballon d'Or, peut-être. Depuis septembre, par rapport à Carlo Ancelotti, il marque des points. Hein. C'est encore mieux. C'est vrai aussi. Bon, on ira pester pour l'injustice, voilà, près de tout ça. On parlera de foot après, mais on fait un petit saut du côté de Nice. Ouais, le parcours du Paris-Nice a été dévoilé ce matin. Et donc, pour rappel, l'Américain Matteo Jorgensen avait remporté la précédente édition. Au programme, 3 étapes pour les sprinteurs, 2 pour les baroudeurs, un contre-la-montre par équipe qui partira du circuit Nevers-Manicourt et se terminera dans le chef-lieu de la Nièvre avec la côte de la Pisserotte, avant de se terminer par un week-end dédié aux grimpeurs et aux favoris dans les environs de Nice. Donc le dernier jour, ça sera surtout à retenir puisque le peloton escaladera encore 3 cols de première catégorie, le col de Porte, le col de la Paye et le col des 4 chemins, donc avec des passages à 16%,
qui était déjà emprunté l'an passé et où même Matteo Jorgensen avait fait la différence. Les organisateurs ont d'ailleurs déjà annoncé la participation de l'ancien vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, comme l'a dit Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. Et ça, c'est pas mal. Ça, on sait déjà qu'on a du gros calibre. Mais comme souvent. On espère Pogacar. Ça fera un beau duel. J'espère. Après, je suis pas sûr qu'il sera annoncé. Ouais, Pardon, tu voulais dire, Jean? Non, a priori, il est pas là. A priori, dans son calendrier, en tout cas, de ce qu'il avait annoncé, dont on a parlé la semaine passée, c'est pas dans ses plans, mais sait-on jamais. On revient sur du football et on revient même sur une cérémonie, en fait. Oui, une autre cérémonie, et là, c'est le Ballon d'Or, mais pas le Ballon d'Or européen, c'est le Ballon d'Or africain, donc qui s'est déroulé lundi au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech, donc au Maroc. 2 titres ont été remportés donc pour les vainqueurs de la CAN, donc la Côte d'Ivoire, le titre de meilleure équipe masculine, et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emer Faé, donc a reçu le prix de meilleur entraîneur africain de l'année. Du côté de la meilleure équipe féminine, c'est le Nigeria qui a remporté le trophée. Lamine Camara, donc le joueur de l'AS Monaco, a été élu meilleur espoir. Le meilleur gardien a été décerné à Ronwell Williams, donc le portier sud-africain. Et du côté des Ballons d'Or, donc du côté féminin, c'est Barbara Banda, donc la Zambienne évoluant au Pride Orlando. Et on a une petite surprise, je trouve, du côté du Ballon d'Or masculin, puisque c'est l'attaquant évoluant à l'Atalanta Bergame et vainqueur de la Ligue Europa, Ademola Lookman, qui a remporté le prix. Il devance donc le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi. Surprise. Ici, vous dites pareil. Pour un mec qui marque quand même fort les esprits, qui est dans le classement Ballon d'Or et qui met un triplé en finale de Ligue Europa. Et qui est finaliste de la CAN. Et finaliste de la CAN, bien sûr, en sélection. Moi, je vois pas ça vraiment comme une surprise. Baptiste, non, j'aime bien. Ça a vraiment marqué les esprits. Ce triplé en finale de Ligue Europa, il a un 10 quand même dans l'équipe, le gars derrière. Donc, et puis finale de la CAN, il fait un début de saison stratosphérique. Là encore. Là encore. Donc, il faut continuer à le surveiller ensuite sur les prochaines saisons. On est d'accord là-dessus, quoi. Baptiste. Hein, ouais, non mais je suis d'accord sur l'année d'Ademola Lookman. Oui. Il faut reconnaître que voilà, je dis c'est une surprise, mais il était clairement prétendant et c'est pas un vol d'avoir remporté le prix. Moi, je l'aurais plus donné à Achraf Hakimi, même si peut-être que l'avis populaire en tout cas était beaucoup plus derrière Achraf Hakimi. Voilà, c'est vrai. c'est ça. On reste sur du football féminin cette fois et nos Français sont un peu plus fixés pour le championnat d'Europe. Ouais, l'équipe de France connaît ses adversaires pour l'Euro 2025, donc qui se tiendra en Suisse. Les Bleus reversés dans le groupe D, donc affronteront un groupe plutôt difficile puisqu'elles affronteront l'Angleterre, donc championne d'Europe en titre, les Pays-Bas et le Pays de Galles. Donc ça sera un challenge corsé donc pour les joueuses de Laurent Bonadé qui ambitionnent de remporter un titre avec cette équipe, donc le premier en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine. Oui, ça pourrait être très très beau. On reste une dernière petite info football, mais on est dans le Nord. Avec une info RC Lens, si tu veux bien, Baptiste. Ouais, c'est la déception côté nordiste. Tu t'en as parlé, Jean, avec le match entre Lens et Auxerre qui s'est terminé sur un 2-2. Donc après son avant-centre, Martine Satriano, donc qui a subi la même blessure côté octobre, le RC Lens a perdu pour plusieurs mois Rémi Labolascari, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche ce samedi à Auxerre. Donc la liste des blessés s'allonge pour l'équipe nordiste en l'absence de Wesley Saïd, Rémi Labolascari donc maintenant et Martine Satriano. Et messieurs, autour de la table, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il faut impérativement, pendant le mercato d'hiver, recruter un attaquant ou est-ce que vous pensez qu'il faut trouver des solutions ou est-ce qu'il proposer par exemple Chavez en pointe ou par exemple laisser la chance plutôt aux jeunes comme Kembo Diliwildi? Moi, je pense qu'il faut quand même, recruter, ça peut être intéressant. Après, ça dépend le profil. Encore une fois, recruter pour recruter, je sais pas si c'est vraiment intelligent, mais là, cette blessure, c'est quand même comme une épine d'un cactus, quoi. C'est vraiment les croisés. On sait qu'il reviendra pas avant la fin de saison. Ouais, je pense que c'est terminé. Saison finie. En plus, Labolascari, il me semble que il a marqué 2 buts là sur les 2 ou 3 derniers matchs. Il était plutôt en forme, en tout cas, voilà. Peut-être enfin à son aise, en tout cas, sur le terrain. L'année dernière, il était en prêt à Laval, il s'installe dans l'effectif. Après, encore une fois, je pense que ça va dépendre vraiment de la situation. Mais ça peut être intéressant d'aller chercher quelqu'un d'expérience, qui a besoin de se relancer. Il y a des profils à aller chercher. On sait que le mercato d'hiver, il est aussi fait pour ça. Il y a un mec à Marseille qui aimerait bien se relancer, il s'appelle Eli Wahi. Ça peut être intéressant. Non, mais je pense pas. T'inquiète pas, je pense pas qu'il était à fond là-dedans, Jean. Hein. Non, après, je peux comprendre que tout le monde veut redonner Eli Wahi, mais là, c'est fini, là. Lens ne reprend plus Eli Wahi, s'il vous plaît.
Et on finira avec une info deux roues, avec une info qui concerne un peu la moto et un peu le vélo. Ouais, donc de la MotoGP au vélo, donc l'Espagnol de 35 ans, Alex Espargaro, vainqueur de 3 courses dans sa carrière en MotoGP, s'est engagé donc avec l'équipe cycliste Lidl Trek en tant qu'ambassadeur, annoncé donc ce lundi la formation américaine. Il rejoindra l'équipe lors de certains des plus prestigieux événements du calendrier avec le but de promouvoir un cyclisme à une large audience, précise le communiqué. C'est auprès des pépites donc il travaillera le plus pour explorer le potentiel, comme dit le communiqué, et partager donc son retour et son expérience du très haut niveau, même si celui-ci était en tant que moteur. Effectivement. Merci beaucoup, Baptiste. De rien. Pour ces news. Je sais qu'il y en avait encore quelques-unes en stock. Mais on va quand même se garder un peu de temps, puisque arrive le moment débat. Et t'as, malgré toi, introduit presque le sujet au début de tes news. On parlait de The Best. On va, nous aussi, en profiter. C'est la fin d'année. C'est la dernière de l'année 2024 en direct. Et oui, il faut encore préciser. Léo, je sais, t'as envie de le dire, mais ne le dis pas. Alors qu'il me regarde des yeux de Merlan-Free, mais de quoi tu me parles? On va pouvoir attaquer le débat sur le CSC qui choisit ses championnes et champions de l'année. On anticipe les votes de l'équipe. On va peut-être essayer de justement pré-shot ce qu'ont décidé la rédaction parisienne. Est-ce que je vois déjà des grands sourires ici à droite à gauche. Est-ce qu'il y en a qui veulent déjà se mouiller un peu, sachant qu'on a du coup décidé tout à l'heure qu'on allait choisir français, française et international de chaque sexe? Mathis, vas-y. En tout cas, moi, on n'a pas encore vraiment dit, sourire, là, on s'est pas dit nos noms, mais j'ai quand même peur que certains noms reviennent pour nous quatre. Ah, après, je veux bien commencer par, on fait d'abord tout français et on abordera peut-être l'international. Oui. Allez. Okay. Allez, vas-y. Moi, en français, grande surprise pour les hommes, j'ai mis Léon Marchand. Et chez les femmes, j'ai mis Pauline Ferrand-Prévot. Je sais pas si Jean va aller me chercher là-dessus. Baptiste peut-être aussi, mais en tout cas, moi je suis parti, directement c'est les jeux qui me sont venus en tête. Je sais même pas si j'ai besoin d'expliquer pour Marchand, 4 médailles d'or. En fait, à chaque fois c'est les émotions. Moi que je suis allé chercher, c'est ce qu'on a vécu au jeu. Oui, c'est très personnel. Il faut le répéter. On a aussi une vraie part de singularité sur comment on a vécu aussi les événements sportifs et ce qu'on suit au quotidien. Ouais, puis Ferrand-Prévot. Jean va partir que sur des sports mécaniques, par exemple. Eh ben écoute, même pas. Je suis allé en dehors. Léon Marchand, pareil. J'aurais bien voulu sortir quelqu'un d'autre. Il y a quelques noms qui sont venus en tête, mais je me suis dit que ce serait limite malhonnête de pas le mettre tellement la perf est folle, quoi. Il y a 5 médailles olympiques, 4 en or. On va pas s'étaler plus que ça. Je pense qu'on est tous d'accord. T'avais bien visé sur Pauline Ferrand-Prévot. Je l'avais en tête, mais je me suis dit que j'allais pas faire une spéciale vélo parce que je parle aussi de vélo ailleurs. Et donc, je suis plutôt parti sur Cassandre Beaugrand. C'était un peu l'une ou l'autre, mais il y avait aussi du vélo dedans quand même. Faut pas abuser. Mais ouais, Cassandre Beaugrand, championne olympique de triathlon cet été. Pour moi, ce qui a fait pencher la balance, c'est que Pauline Ferrand-Prévot, elle avait un objectif qu'elle a magnifiquement accompli et c'était absolument extraordinaire. Mais Cassandre Beaugrand, elle a fait ça et en plus dans l'année, elle a gagné le classement général des championnats du monde, ce qui est quand même pas trop mal. Donc l'année est hyper complète pour elle. Donc c'est pour ça que je voulais la mettre à l'honneur. C'est Moi, bien, je vais te contredire un peu, Jean, parce que c'est un aboutissement, mais c'est aussi, comme tu dis, en fait, c'est l'aboutissement d'une carrière. Pour moi, ça récompense donc l'athlète qu'a été Pauline Ferrand-Prévot pendant toutes ces années, alors que Cassandre Beaugrand, on sait très bien qu'elle est encore jeune et qu'elle a encore l'avenir devant elle. Donc je pense que moi c'est plus Pauline Ferrand-Prévôt, donc son sacre, et même Pauline Ferrand-Prévôt qui m'a le plus marqué cette année. Ouais, je vais passer pour un hater de Pauline Ferrand-Prévôt alors que je suis fan de ouf. Non, on n'a pas dit ça. Cassandre Beaugrand quand même, qui est la première française aussi. Si on parle de la championne française de l'année, il faut aussi la puissance de la chose. C'est la première championne olympique, première championne du monde de son sport. Et Dieu sait que c'est un sport un des plus exigeants qui soit, avec une immense concurrence. Et je trouve que c'est complètement, c'est légitime en tout cas. Et même si elle est encore jeune, elle aussi c'est l'aboutissement de sa carrière. Elle l'a eu plus tôt certes, mais à 27 ans, je vois pas comment elle pourrait aller chercher mieux. Ok. Entre Baptiste, si tu veux bien, donne les noms du coup. Au niveau français, j'ai mis la même chose que Mathis. J'ai mis Léon Marchand et Pauline Ferrand-Prévôt. Parce que Léon Marchand, c'est stratosphérique. Je pense qu'on va avoir du mal à trouver quelque chose, à notre athlète au côté français. Et puis, en fait, on l'attendait pas. Je pense que le grand public l'attendait pas autant à ce niveau au JO. Il a franchement explosé, même à l'international. Je pense à Michael Phelps. Ouais.
Il l'a grandement soutenu. Au niveau international, si on pouvait remettre les Français dans l'eau, on l'aurait peut-être choisi lui aussi. C'est un peu de la triche. Et Léo, pour finir, français-française. Ouais, donc bien sûr, je mettrais quand même Léon Marchand, mais on parlait d'émotion, etc. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut aller le chercher. On a peut-être le même. C'est Teddy Riner avec ses 2 médailles d'or olympiques. Et moi, j'ai les souvenirs de cette roulette qui tourne en finale par équipe. Et c'est Teddy Riner qui doit combattre une deuxième fois face au Japonais Saito, et qui l'emporte une deuxième fois. Il montre qu'il est le grand maître de son sport, et ouais, donc c'est peut-être le seul qui peut aller titiller Léon Marchand, même si Marchand est sûrement devant avec ses 4 médailles d'or. Et madame et madame, ouais, je resterai quand même sur désolé Jean, sur Pauline Ferrand-Prévot, parce que après les 2 échecs de Rio, de Tokyo, qui étaient des images fortes, voir Pauline Ferrand-Prévot en larmes sur la ligne d'arrivée, ça a procuré, je pense, à tout le monde beaucoup. Ça t'a mis les frissons. Voilà. Ouais, en tout cas, moi, chez les femmes, j'ai petite quand même pensée et petit clin d'œil, parce que pour moi, c'est un peu la 3e, c'est Sirena Samba Mayela, tout de même. Mais il y a aussi ce côté, cette dimension où c'est la seule médaille de l'athlétisme français, donc elle a encore plus de poids qu'une médaille d'argent un peu plus banale. Elle est quand même championne du monde en salle, elle est championne d'Europe. Et Dieu sait que dans l'athlétisme, pour moi, du coup, ça grandifie son année. Mais bon, c'est un peu compliqué à comparer avec des médailles d'or. Et chez les hommes, je penchais entre Teddy Riner, et lui, c'est plus pour le comeback et le retour au premier plan. Marchand pour la performance olympique. Et Antoine Dupont, quand même, pour le pari fou, et de voir que ce mec est d'un talent incommensurable. Et comme Teddy Riner l'a déjà eu, c'était entre Léon Marchand et Antoine Dupont aussi. Internationaux, maintenant? Est-ce que internationaux, il y en a qui vont vers du ricain? Riken. Riken, oui, bah dis-nous. Moi, c'est Cathy Ledecky, parce que elle égale le record de médaille d'or olympique. C'est plus la perf. Enfin, c'est un moment dans l'année, quoi. Ouais. Mais 9 médailles d'or olympiques, elle égale, j'ai noté son nom, une gymnaste soviétique dénommée Larissa Latinia. Ouais. Donc, voilà, il y a pas d'équivalent au JO, 9 médailles d'or. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, cette nageuse américaine. Et monsieur Tadej Pogacar. Tadej Pogacar. Pas grand chose à dire. Il y a du Tadej Pogacar autour de la table. Moi aussi. Oui. Et pas Léo. Alors pourquoi Léo? Pas Léo. Bah pour moi, ça se joue entre Léon Marchand et Tadej Pogacar, parce que Léon Marchand, il a été chercher 4 médailles d'or. Ok, donc comme on le donne français, Frenchy. l'avantage c'est que international, on prendrait C'était Tadej. hors français, quoi. Hors français, bien sûr, Tadej Pogacar. Détaillé. Mais on pourrait carrément, si on voulait faire doublon, on pourrait mettre peut-être Léon Marchand, mais Tadej Pogacar quand même. Franchement, même en comparant avec Léon Marchand, parce qu'avant on s'était pas dit, moi je mettais quand même Pogacar, déjà pour aller chercher en dehors de parce qu'en plus l'Olympia. la natation est un peu une épreuve aussi où tu peux t'aligner comme 90% des athlètes de cette discipline sur plusieurs courses en même temps, donc tu peux concourir à plein de titres. Le cyclisme aussi, mais t'as vraiment la sensation que c'est beaucoup plus compliqué et minutieux que ça. Pogacar cette année, c'est 25 victoires. Le doublé Giro Tour, c'est pas vu depuis 98 et il faut voir les conditions de 98. Le triplé avec le championnat du monde. Tour, championnat du monde, deux monuments quand même. On n'oublie pas que Liège-Bastogne-Liège, encore une fois. C'est le premier lui à avoir fait ça. Triplé plus de monuments. Il me semble que, ou alors non, s'il y a Merckx aussi. Merckx avait peut-être Je crois qu'il a égalé Merckx, mais ouais, bon, le Tour de Lombardie, je le mentionne quand même si bon, maintenant c'est chez lui. Mais ouais, et puis au-delà de ça, enfin, il y a les stats qui sont ouf, mais l'impression, quoi. Enfin, le mec est timbré complet. D'attaquer à 100 km. 100 km des championnats du monde. Mais sur la plupart de ces grandes victoires de prestige, c'est vrai qu'il lance des attaques à 100 km, à 80 km, à 39 km, mais il est d'un culot, alors que généralement, tu fonctionnes aussi un peu, enfin, ça se voyait plus trop en tout cas. C'est l'écart de niveau avec les autres. Hein. Ouais. De toute façon, il y a une classe de différence entre Pogacar et les autres. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Il y a une classe de différence entre Pogacar et les autres. Voilà. Ouais. Et chez les femmes, Baptiste, toi t'as qui? Alors moi j'en avais deux parce que j'ai eu du mal à les départager. Déjà en gymnastique, Simon Biles, et en natation, moi j'ai pas pris Cathy Ledecky. Contrairement à Mathis, j'ai pris Summer McIntosh, qui a remporté 3 médailles d'or, et c'est un peu l'image de Léon Marchand, mais côté féminin. Elle a beaucoup été comparée à Léon Marchand sur les JO de Paris, et voilà, j'ai choisi Summer McIntosh. C'est la marchande de rêve. C'est des JO de Paris.
Moi, je suis assez d'accord avec Baptiste sur Summer McIntosh. J'avais coché Summer McIntosh parce que c'est 3 médailles d'or, olympiques. Katy Ledecky, c'est 2. Et, une médaille d'argent en plus. En plus, Summer McIntosh, elle est née en 2006. Elle a 18 ans. Donc, faire ça, à un âge aussi, peu élevé, c'est encore plus impressionnant. Et, moi, je retiens Summer McIntosh cette saison. Ouais. Ok. Et il nous manque juste toi, ta championne internationale. Moi, je vais aller sur un autre terrain parce qu'on est sur une année olympique. L'épreuve reine des JO, normalement, c'est quand même le 100 mètres. On n'a toujours pas parlé d'athlètes qui ont couru le 100 mètres. Donc, Juliane Alfred, 23 ans à peine, championne olympique du 100 mètres, vice-championne olympique du 200 mètres, championne du monde, si je ne m'abuse, championne du monde, forcément, du 60 mètres, vainqueur de la finale de Hague de Diamant. Moi, perso, il y a 6 mois, je la connaissais pas. Maintenant, j'ai l'impression que c'est la tête la plus rapide. Qui a ramené la première médaille d'or à son pays, Sainte-Lucie. Exactement, ouais. Déjà Sainte-Lucie pour en envoyer au JO des athlètes qu'il faut les trouver. Mais... Ouais, et puis on s'attendait quand même aussi à Sha'Carri Richardson, donc, qui pouvait remporter aussi 100 mètres. Donc c'est vrai que Juliane Alfred, c'était une sacrée surprise et elle rentre aussi dans le débat aussi sportif de l'année. Bon, vous l'aurez compris, ça tourne quand même beaucoup autour des JO cette année, c'est un peu dépendant de ça. Et je fais quand même un petit pas d'écart parce que femme, j'ai aussi du mal à me décider, mais j'ai pensé à un nom moi, mais je sais que c'est clairement pas une prétendante parce qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de sacre, il n'y a pas de titre qui pèse. Mais petit mot quand même, petite dédicace à Caitlin Clark, pour le basket féminin américain, pour l'aura, pour le personnage, pour tout ce qu'elle a fait, en fait tous les travaux. Mais ça ne sera pas une championne cette année, mais ça pourrait en devenir en tout cas. Et voilà, petit clin d'œil aussi au. Elle est en train de changer le basket féminin. Qu'on appelle ça les mentions honorables. Voilà. Moi, mes mentions honorables, c'est Sirena Sambamaela et Caitlin Clark, par exemple. Vous voyez, comme quoi. Mais ouais, mais on s'y retrouve pas mal, hein. Max Verstappen aussi. Tu me laisses le mentionner quand même. En mention honorable. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas. Alors, c'est drôle, mais est-ce que tu trouves qu'il a plus de, comme c'était une année plus compliquée, est-ce qu'il a plus de mérite d'être plus champion qu'une année où il aurait gagné 18 Grands Prix? Il a d'autant plus montré qu'il était le meilleur pilote du monde parce que un champion du monde dans une voiture qui termine 3e au classement constructeur, ça s'est pas vu depuis 1983. Oui, 3e à cause de Pérez. C'est pas faux, mais 3e grâce à Verstappen parce que avec juste ces points, ils sont quand même 3e du constructeur. C'est vrai, donc la perf est quand même assez dingue. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. On s'arrête là? Ça vous va? Bon, c'est le moment de chanter, hein. Je vous avais prévenu, même pour vous, auditeurs et auditrices, si vous êtes encore avec nous, il est 23h46 minutes, bientôt 47. Je cherchais la petite musique. Il y a eu ce débat entre les champions et les championnes. Il y avait la cérémonie The Best. Je pouvais pas passer à côté d'une petite chanson de Karate Kid, You're the Best. On a intérêt à s'éclater là. C'est le petit moment, on lâche tout, et après, proche finale, 10 dernières minutes avec Mathis et Léo. À tout de suite. De retour dans le Campus Sport Club en direct, il n'y a que moi qui me suis enjaillé comme un fou dans le studio. Voilà, You're the Best tiré de Karate Kid quand même, pour évoquer un peu l'actualité et cette sortie de débat, du débat, et il n'y en aura pas tout de suite, puisqu'on va quand même avancer une nouvelle chronique avec le moment nordiste, le retour, puisque Mathis, notre cher chroniqueur du soir, était sur le terrain, aux côtés du Palacium, à quoi 400 mètres à vol d'oiseau, pour nous parler de l'ESBVA. C'est tout de suite dans le Campus Sport Club. Découvrez l'actualité d'un club local qui a récemment fait parler, tout de suite dans le moment nordiste sur le Campus Sport Club. J'espère que tu vas nous raconter une belle histoire, hein, parce que le SBVA, c'est vrai qu'il y a eu un début de saison un peu pénible. Absolument, il y a pas mal de choses à raconter autour de cette équipe. Dimanche, je tenais une affiche de mal classé en Boulangère Wonder League. Oui, c'est bien le nouveau nom de la Ligue féminine de basket. Villeneuve d'Ascq recevait le promu Chartres au Palacium, donc dans un duel d'équipes malades. Une seule victoire en 9 journées de championnat pour l'équipe d'Eure-et-Loir, qui occupait la dernière place du classement avant l'entre-deux, contre seulement 2 victoire pour le SBVA. Assez étonnant pour les nordistes quand on regarde leur parcours de la saison dernière. Un titre de championne de France et une finale historique en Euroleague perdue face au grand Fenerbahçe. Oui, mais voilà, les joueuses majeures de l'effectif sont parties et parmi les remplaçantes, certaines ne convainquent pas alors que d'autres sont blessées, ce qui donne un début de saison cauchemar pour le SBVA.
L'équipe a perdu ses 11 premiers matchs de la saison, championnat et Coupe d'Europe confondus. Depuis la première victoire le 23 novembre dernier, la dynamique est quand même meilleure. Il fallait absolument confirmer devant son public dimanche face à Chartres, qui est désormais un concurrent direct. Et les Villeneuvoises ont assuré l'essentiel en s'imposant finalement 75-56, grâce notamment à une défense de fer, comme le soulignait Aminata Gueye, pivot de Villeneuve d'Ascq, après la rencontre. Franchement, la défense, je pense que là, ça a été un match où on s'est vraiment appuyé dessus et où vraiment ça a été notre point fort pour une fois. On a vraiment su, elles ont 2 leaders dans l'équipe et on a su les maintenir, je crois, à 10 et 2 points. Donc franchement, ça a été la clé du match. Et Chartres aura donc payé sa mauvaise entame de match. Pardon, je me suis trompé de paragraphe. Rien à voir. Au total, seulement 2 petits points pour les leaders de Chartres. Frida Eldebrink, donc, et 11 pour Nicole Enabossi, pourtant 2e meilleure marqueuse du championnat. Malgré ça, Villeneuve d'Ascq a réussi à se faire peur quand même dans le 3e quart-temps, voyant l'équipe adverse revenir à 4 petits points, porté par une agressivité vers le cercle retrouvé. Rachid Méziane, l'entraîneur de l'ESBVA, voulait saluer la force mentale de son équipe qui n'a pas craqué et qui est même restée solidaire face à la pression chartraine. Je pense qu'on a maîtrisé le match, même si on bafouille un peu notre 3e quart-temps. Et donc je suis assez satisfait de fait d'avoir maîtrisé, d'avoir été solide aussi mentalement et aussi solide sur le plan défensif à un moment clé du match. On y revient, Chartres aura donc payé sa mauvaise entame de match. Après les 6 premières minutes, le tableau affichait 14-2 pour les locales et le CCB n'avait toujours pas inscrit le moindre panier dans le jeu. Finalement, les joueuses de Benoît Marty ne rentrent que 9 tirs sur l'ensemble de la première période, tout en accumulant un total de 14 ballons perdus, de quoi provoquer de la frustration chez le technicien chartrain qui avoue ne pas avoir reconnu ses joueuses. Pour la première fois, on n'est pas au rendez-vous, du tout, notamment en première mi-temps. On n'a pas su mettre le moindre ingrédient qu'on doit mettre à ce niveau-là. Donc, comme je dis, c'est la première fois que ça arrive, donc il faut qu'on retienne la leçon là-dessus parce que le niveau de notre première mi-temps, il est vraiment pas bon des 2 côtés du terrain. Et l'écart est finalement de 19 points au buzzer final. Et le SBVA pouvait remercier après le match son ailière Hayley Peters. L'américaine a livré sa meilleure copie depuis qu'elle est arrivée au club en octobre dernier. 21 points, 9 rebonds et 2 passes décisives pour un total de 31 d'évaluation. Ce succès vient confirmer la bonne réaction de Villeneuve d'Ascq qui reste désormais sur 5 victoires en 7 rencontres. Et petit événement, c'était le dernier match au Palacium en championnat dirigé par Rachid Méziane, car le technicien français, au club depuis 6 saisons, va faire ses valises pour la WNBA en janvier 2025. Il s'est livré non sans émotion après le match. C'est déjà assez difficile pour moi de quitter un club que j'aime alors je le laisse pas dans les meilleures conditions, dans les meilleures situations, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure situation, qu'on soit en haut ou en bas. Je pense que les conditions de départ resteront, quoi qu'il en soit, difficiles. Il dirigera l'année prochaine le Sun de Connecticut et deviendra le 2e Français de l'histoire à occuper un tel poste après le naturalisé James Wade. Le SBVA essaiera de prolonger sa bonne série demain avec la réception de Constanta en Eurocup, une équipe roumaine à 20h. Sortez les agendas car c'est la dernière fois que vous verrez Rachid Méziane sur le banc de l'ESBVA, pour le moment en tout cas. Merci beaucoup Mathis pour ce beau moment nordiste, et c'est vrai qu'on verra un peu l'évolution et avec la succession de Rachid Méziane, c'est Maxime Bézin qui est du coup l'ancien coach du Lille Métropole Basket et qui avait plutôt bien tourné avec le Lille Métropole Basket, donc on espère que Villeneuve en tout cas va reprendre des couleurs. On va pouvoir finir, il reste 5 minutes dans ce Campus Sport Club, c'est l'heure des immanquables, c'est Léo qui trépine d'impatience qui va vous livrer tout ça. Pour ne rater aucun rendez-vous à venir, restez pour les immanquables du Campus Sport Club. Et comme bien souvent dans les immanquables, on aime bien parler football pour commencer, Léo. Et oui, on commence par du football et un choc de haut vol demain entre Monaco et le PSG au stade Louis II à 21h sur beIN Sport 1. Le match a été avancé. Il devait se jouer le week-end du 4 et 5 janvier durant lequel se déroulera le reste de la 16e journée de Ligue 1, mais la rencontre a été déplacée car le PSG et Monaco se disputeront ce week-end-là le Trophée des Champions à Doha. Le match de mercredi entre le 3e et le 1er du championnat risque d'être un vrai tournant dans la lutte pour le titre. Paris ayant déjà 7 points d'avance sur ces 2 dauphins que sont Marseille et Monaco. Monaco pourrait revenir à 4 points. Et demain soir sera également l'occasion de retrouver le Real Madrid avec la finale de la Coupe intercontinentale contre le club mexicain de Pachuca sur beIN Sport 2. Cette compétition relancée par la FIFA pour la première fois depuis 2004 réunit les vainqueurs des différentes coupes continentales
représentant européen, lauréat de la Ligue des Champions en 2024, le Real était directement qualifié pour la finale. Donc c'est un match pour gagner un trophée facile pour les hommes de Carlo Ancelotti. Ouais, et comme Mbappé a un peu de mal, il aime quand même gagner des trophées, donc il n'y manquera pas. Baptiste est en train de mourir en fond, j'espère que tout va bien. On va rester encore sur le football, mais pas de Ligue 1 ce week-end, de ce fait. Il y a autre chose. Et gros programme ce week-end, même s'il n'y a pas de Ligue 1, parce que c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, mais en Coupe de France. Tout d'abord, petit tour nordiste, alors avec les Lillois qui se déplaceront à Rouen vendredi à 21h, et Lens qui jouera contre le PSG à Bollaert dimanche soir pour le choc de ses 32e de finale diffusé sur beIN Sport 1. Dunkerque jouera sa qualification en 16e face à Auxerre dimanche à 14h45 à l'occasion du multiplex diffusé sur France TV, avec également une belle rencontre entre Saint-Etienne et Marseille à Geoffroy Guichard à la même heure. À 17h30, Valenciennes défiera Thionville, club de National 2, alors que Boulogne-sur-Mer jouera face à Haguenau, également en N2 vendredi soir. Toujours dans le Nord, le club de Feigny-Aunois évolue en National 2 à tirer le jackpot lors du tirage au sort. Ils accueilleront Lyon au stade du Hainaut, donc ce sera une vraie fête populaire samedi à 18h dans le cadre de ces 32e de finale. Les amateurs de Calais, eux pensionnaires de National 3, recevront eux aussi un club de Ligue 1. Ils joueront contre Strasbourg samedi à 21h. Et puis à signaler un match intéressant, Matmut Atlantique. On aura peut-être des bons souvenirs, des belles heures de Bordeaux, puisque les Girondins, club historique rétrogradé l'an passé en National 2, et le Stade Rennais s'affronteront dimanche à partir de 14h45. Et on va pouvoir finir sur le football, si tu veux bien. On va parler un peu comme en début d'émission. Il y a encore du biathlon. On est servi, c'est chez nous. Et oui, il y aura encore du biathlon cette semaine, mais cette fois-ci au Grand Bornand. Donc c'est la seule étape de l'année qui se déroule en France et donc la plus attendue par toute l'équipe de France qui a envie de bien faire sur cette étape. Ils en auront l'occasion dès jeudi avec le lancement du sprint homme. Les femmes se disputeront le sprint samedi, puis les deux poursuites auront lieu samedi avec les hommes puis les femmes avant les Mastart de dimanche, toujours dans le même ordre. D'abord celle des hommes puis celle des femmes, et chaque année c'est un véritable succès populaire cette étape du Grand Bornand qui permet de transcender les biathlètes français. Ce week-end, 60 000 spectateurs sont attendus au Grand Bornand pour encourager les athlètes durant les différentes épreuves. On avait démarré l'émission avec de l'Euroleague, il y en a encore, on est servi pour le plus grand bonheur de Baptiste. Et oui, il y aura également du basket, donc avec l'Euroleague féminine, comme l'a dit Mathis, et nos voisines de l'ESBVA qui affrontent donc Constanta demain à 20h pour la dernière de Rachid Méziane en direct sur le compte Facebook du club. Et puis chez les hommes cette fois, suite de l'Euroleague après la défaite de Paris ce soir et la victoire de Monaco. C'est le Monaco affrontera le Real Madrid chez eux à 18h et Paris affrontera Fenerbahçe à 20h30. Les deux affiches seront à suivre sur la chaîne Swick et puis une belle soirée s'annonce donc pour les amoureux du basket européen. Mais si vous préférez la NBA, cette nuit à 2h30 la finale de la NBA Cup entre les Bucks et le Thunder. Alors pas de réel enjeu à part un trophée, mais cette NBA Cup a rythmé les dernières semaines de NBA, donc ce sera très sympa et c'est une grosse affiche. C'était très sympa, ces petits immanquables. Merci Léo, merci Mathis pour le petit moment nordiste et la touche villeneuvoise. Merci Baptiste qui est encore vivant. Ouais, je suis pas mort. Merci de parler dans le micro, c'est pour l'assurance. Et merci Jean pour tes résultats. Et puis merci à vous bien sûr pour cette émission et ce beau petit débat avec nos champions-championnes. On attendra les résultats de l'équipe. Et nous, le Campus Sport Club, vous souhaite une belle fin d'année. On se retrouve en 2025 et d'ici là, portez-vous bien.